Donc, ce cours ancienne formule qui est lié à une certaine actualité, c'est-à-dire les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous savez que selon d'où on vient, selon la couleur du passeport, on n'a pas forcément la même date de début et on n'a pas forcément la même date de fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, on est dans cette période tout à fait importante et intéressante pour le début de la guerre froide, pour beaucoup des relations et des tensions, des frictions aujourd'hui en Asie. Beaucoup de choses se sont passées en 1945, notamment l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc on célèbre ce 80e anniversaire et j'ai proposé de nous intéresser à cette problématique à travers quelque chose qui est aussi redevenu malheureusement d'actualité, c'est les kamikazes. Redevenu d'actualité, pas tellement parce qu'aujourd'hui certaines personnes se font exploser avec une ceinture de dynamite. Ça, c'était l'actualité d'il y a quelques années, 2005, 2006 et ce qui a suivi. Par contre, on parle aujourd'hui beaucoup de drones kamikazes. Et c'est assez intéressant quand on commence à regarder comment fonctionnent ces drones kamikazes, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les doctrines d'engagement de ces drones kamikazes. Eh bien, on retrouve beaucoup des réflexions qui ont été faites en 1944-1945 et que l'on va traiter ici. Je tiens à votre disposition durant toute la soirée un certain nombre d'ouvrages que j'ai utilisés pour préparer cette conférence. Vous avez vu que c'est un peu monothématique, mais pour pouvoir s'intéresser aux kamikazes, il ne faut pas uniquement s'intéresser aux avions, il faut s'intéresser un petit peu à l'histoire du Japon, bien sûr l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup au Centre d'histoire et de prospective militaire, il faut aussi s'intéresser à l'Uchronie. Bonjour Jean-Pierre, il faut s'intéresser à l'Uchronie. L'Uchronie, c'est quoi? C'est l'histoire qui ne s'est pas déroulée. Donc, il faut pouvoir s'intéresser, il faut lire toute la question de la possible attaque et invasion du Japon qui était planifiée, qui était prévue en 1945 et qui n'a pas eu lieu parce que 2 bombes atomiques ont été utilisées en 1945 et le Japon a accepté de signer sa reddition inconditionnelle. Il faut s'intéresser à ce qu'aurait pu être cette invasion, cette planification d'invasion des îles japonaises. Vous savez qu'il y a 660 îles qui forment le Japon, et puis chaque année ça varie un petit peu parce que certaines îles ne sont pas très élevées au-dessus de la mer, donc chaque année il faut adapter un petit peu sa statistique, mais effectivement pour comprendre pourquoi il y a eu ce phénomène d'histoire militaire des kamikazes, il faut se poser la question, oui mais c'était quoi l'alternative ? Qu'est-ce que les Japonais auraient pu entreprendre pour défendre leurs îles, et puis quelle aurait été la planification et quel aurait été le coût d'une invasion aéroterrestre américaine ou alliée des îles japonaises. Donc on va devoir aussi parler de ces questions-là. Je crois que tout le monde me connaît, je n'ai pas besoin de faire un long discours là-dessus. Par contre, je suis obligé de donner quelques mots de précaution ou quelques mots de vocabulaire. On va peut-être parler tout à l'heure du Bushido. Le Bushido, la voie du guerrier, c'est-à-dire cette éthique martiale japonaise qui vient du Moyen-Âge et qui finalement n'est pas très très lointaine de nos principes de la chevalerie qui sont apparus à peu près à la même époque. Enfin, on ne peut pas tout à fait distinguer le phénomène des kamikazes en 1944-45 sans parler de l'histoire culturelle du Japon et un certain nombre de modèles qui existaient à l'époque. Donc ce guerrier samouraï qui accepte les principes de vie du Bushido, c'est-à-dire cette voie du guerrier, ça c'est quelque chose qui va être récupéré, réutilisé, qui va être intégré au phénomène de l'histoire militaire des kamikazes. Deuxièmement, le mot kamikaze,
C'est assez intéressant parce que ce mot kamikaze, il a relativement peu été utilisé à l'époque. Il a été beaucoup utilisé par les Américains parce que les officiers de renseignement américains ont fait du bon travail et étaient très au courant des planifications et des moyens mis en œuvre par les Japonais. Mais cette expression kamikaze, elle n'intéresse en réalité que la marine japonaise, pas les forces terrestres. Et vous savez que pratiquement 50% de l'aviation, 50% des avions utilisés par le Japon en 1944-1945 étaient dans les mains de la marine, bienvenue, et les autres 50% étaient dans les mains des forces terrestres. Oui, je sais, c'est contre-intuitif que les forces terrestres disposent de leurs propres forces aériennes, mais il n'y a jamais eu au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, une troisième arme qui aurait été l'arme aérienne. Donc les avions appartenaient soit à la marine, soit aux forces terrestres, et ce n'est que les marins, ce ne sont que les amiraux qui ont parlé de ce phénomène kamikaze. Kamikaze, ça veut dire le vent divin, et vous voyez ici quelques illustrations d'époque. Ce vent divin, cette tempête, on pourrait dire, qui a englouti une force qui aurait pu envahir les îles japonaises en 1271. Et donc l'idée des amiraux japonais qui ont été les pionniers, qui ont été les leaders dans le développement de cette arme kamikaze en 1944, eh bien leur idée, c'est que cette arme nouvelle, cette nouvelle tactique de combat pourrait anéantir, pourrait frapper les envahisseurs avec une telle force qu'en fait on serait en mesure de sauver le destin du Japon. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à la marine japonaise, mais étant donné que les espions, les officiers de renseignement américains étaient très au courant de tout ce qui se disait dans les couloirs des postes de commandement de la marine japonaise, les Américains ont beaucoup récupéré et réutilisé ce terme kamikaze. Alors vous allez me dire, si les forces terrestres japonaises n'utilisaient pas le mot kamikaze, ils disaient quoi? Eh bien, ils disaient Toko. En fait, c'est un groupe d'attaque spécial. Voilà, groupe ou formation d'attaque spéciale, c'est ça le vrai nom au sein des forces armées japonaises, aussi bien dans la marine que dans les forces terrestres. Et les Tokotai, eh bien, ce sont les escadrilles d'attaque spéciales qui vont être désignés, qui vont être formés, qui recevront du matériel adapté pour effectuer ces missions sans retour, puisque le principe des kamikazes, le principe de ces attaques, ce n'était pas de revenir, c'était de frapper l'adversaire avec la machine, avec l'avion. Et puis ce que l'on découvrira ou ce que l'on discutera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas quelque chose qui était spécifique aux avions japonais, mais vous savez qu'il y a eu aussi des tactiques kamikazes avec des navires, avec des sous-marins, avec des drones, avec toute une série d'autres matériels. Donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'emploi de l'arme aérienne. Il y a eu même des plongeurs sous-marins qui avaient comme mission de se faire exploser à partir de bâtiments de la marine américaine qui acheminaient des troupes sur le rivage. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a pris un essor, qui a pris une importance tout à fait significative. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette conférence a déjà eu lieu ici au Centre d'histoire et de prospective militaire, mais c'est des choses que l'on connaît parce que l'histoire a tendance à se répéter, on ne le répétera jamais assez. Effectivement, Hannibal James et l'Association d'histoire et de technique du patrimoine aéronautique c'était en 2007, puisque vous avez ici la date, a présenté cette conférence à l'époque. Je dois vous dire que depuis 2007, de l'eau a coulé sous les ponts. On a aujourd'hui des connaissances, et en particulier en matière de statistiques, bien meilleures que ce que l'on pouvait trouver en source ouverte à l'époque. Aujourd'hui, on peut utiliser des ressources qui n'existaient pas, et donc je vous donnerai un certain nombre de chiffres qui sont sensiblement adaptés, et puis il faut peut-être aussi adapter certaines conséquences, certaines conclusions qui ont été prises à l'époque. Et puis, pour terminer cette introduction, cette mise en garde, je l'ai dit, les drones kamikazes, c'est une réalité actuelle. Et
et on se rend compte qu'il y a des parallèles en fait assez intéressants sur la manière dont on utilise ces First Person Viewer, ces FPV drones, donc ces drones kamikazes qui n'ont pas du tout pour but d'effectuer une mission et ensuite d'être récupérés, mais qui ont pour objectif de s'écraser sur leur but et de le faire sauter ou de lui infliger une destruction importante. Et puis, ce que je dis chaque fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais bien sûr, ce que je dis ce soir, c'est purement à titre personnel. S'il y a des erreurs, ce sont les miennes, je les revendique. On en discute volontiers s'il y a une discussion à avoir. Et puis, dans tous les cas, évidemment, il ne s'agit pas d'une présentation officielle d'un employeur quelconque ou d'une université quelconque. Le niveau d'ambition pour ce soir est relativement élevé. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés à vos sièges, mais je ne me fais aucun souci. D'ici la fin de cette présentation, qui va durer à peu près 1 heure, oui, il faut vraiment bien s'attacher, vous serez en mesure de savoir que veut dire ou d'où vient cette expression kamikaze. Pas de problème, ça on l'a déjà dit. Vous serez en mesure de répondre à cette question importante et qui, je sais, est la raison de votre venue ce soir. Pourquoi est-ce que les pilotes kamikazes portaient un casque ? C'est une question tout à fait légitime. Vous verrez, on va se poser la question, je donnerai la réponse. Il faudra patienter une 40aine de minutes pour avoir cette réponse. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez un post-it ou un billet, vous pouvez écrire votre réponse. Et puis, ça m'intéresse de voir qui aura une réponse correcte. Il n'y a qu'une bonne réponse. Je précise tout de suite, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et ça ne sert à rien, parce que normalement, je vois toujours quelqu'un qui sort son téléphone. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Je vois tout le temps quelqu'un qui tout de suite va chercher Google, ChatGPT et Dieu sait où encore pour chercher la réponse et donc tricher. Alors, moi, j'ai triché avant vous et je peux vous dire que ChatGPT n'a pas la réponse. ChatGPT a une réponse fausse à cette question. Donc, il n'y a que ici, dans 40 minutes, que vous aurez la vraie réponse. Pourquoi est-ce que les pilotes kamikazes portaient un casque ? Est-ce que quelqu'un a le courage ici, spontanément, quelqu'un veut risquer une proposition ? Oui, par exemple, c'est une question de pouvoir se parler Non. d'un alliant à l'autre avec du casque. Non. Ce serait suicidaire d'y répondre maintenant. Non. Dans le sens que les crânes subsistent et puissent être transportés dans le fameux temple. C'est la première fois que j'entends la première fois que j'entends cette réponse, mais c'est pas ça. Ouais. Protéger des éclats de Non. PCR. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais dans 40 minutes, vous aurez la réponse. Pour pouvoir porter le banc. Non, il ne le portait pas. Ça, c'est les cinémas, c'est Hollywood, c'est une cérémonie, mais non, il ne le portait pas. Après, j'ai beaucoup d'autres, ça fait quand même quelques années qu'on donne cette conférence, donc j'ai entendu des pistes, certaines assez drôles. Quelqu'un me disait que pendant cette fameuse cérémonie où ils sont censés boire du saké, ils étaient désinhibés vis-à-vis de leur mission. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses, mais non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y avait une pointe sur le casque ? Non. Une autre question, pourquoi est-ce que les pilotes japonais ont supprimé la peinture de leurs avions ? Ah, en venant ici, vous ne saviez pas qu'on allait répondre à toutes ces questions. Une autre question qui va me valoir énormément d'inimitié de certaines personnes dans cette salle, mais c'est pas grave, on est là pour discuter, et à la fin, c'est une question d'arguments, c'est des arguments qui pèsent plus lourd ou moins lourd que d'autres. Quel était le meilleur chasseur, quel était le meilleur avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale ? C'est une question à laquelle on va répondre là. Est-ce que les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki étaient vraiment nécessaires ? C'est une question qui se pose pratiquement chaque année. Le succès ou l'échec, l'efficacité militaire ou l'utilité militaire de ces kamikazes, on va dresser un bilan
et puis on pourra apporter une réponse. Encore une fois, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais je pense qu'on peut éclairer le sujet. Et puis, quelles ont été les erreurs qui ont été commises à l'époque, puisque c'est assez intéressant, mais les militaires japonais ont fait leur autocritique assez sévère sur cette période-là et sur ces tactiques. Encore une fois, il faut regarder le bilan, les chiffres, pour pouvoir démontrer les erreurs qui ont été commises et qui ont été assumées à l'époque. Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, on va parler de la question des casques, parce que je pense que ça passionne tout le monde depuis des années. Vous savez qu'un ancien chef de l'armée suisse est venu et a assisté 3 fois à cette conférence, et chaque fois, il a appris quelque chose de nouveau. Donc, voilà. En plus, c'était un ancien chef de l'armée qui était pilote. Donc, vous pourrez certainement trianguler de qui il s'agissait. Mais effectivement, c'est une question qui passionne. Deuxièmement, on va parler de l'expansion japonaise, la situation militaire de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. On va parler de technologie et de guerre aérienne. On va parler des tactiques kamikazes ou des toko. De quoi exactement s'agissait-il et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis, bien sûr, on va dresser un bilan. Vous avez certainement vu ces images une fois ou l'autre, donc ça ne fait pas du bien. Et on peut imaginer, c'est vrai, qu'un avion qui pèse plusieurs tonnes, qui vole à plusieurs centaines de kilomètres/heure, qui s'écrase sur un bâtiment ici de la marine américaine, ça va faire du dégât. Et si cet avion, en plus, transporte des bombes, plutôt que le largage de ces bombes, on a l'ensemble des bombes qui sont concentrées en un point, vous avez un impact, vous avez une détonation, vous avez une explosion qui peut être assez forte, et puis vous avez encore un élément significatif, c'est tout le carburant qui se trouve dans l'avion, qui va pouvoir ensuite propager l'incendie, le feu, peut-être couler à l'intérieur des structures de ces navires, de ces porte-avions, et donc vous n'avez pas un feu qui est limité à un endroit particulier, mais vous avez un feu qui peut s'étendre, et particulièrement un navire de guerre comme un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale, on est quand même en train de parler d'un navire qui transporte beaucoup de carburant, beaucoup d'explosifs, de munitions, enfin du matériel qui est très inflammable, et puis bien sûr vous savez que le matériel d'insonorisation et puis d'isolation thermique à l'intérieur des bateaux, l'amiante, ce sont aussi des matériaux qui sont relativement dangereux et inflammables. Donc très rapidement, le problème du navire qui est attaqué par un kamikaze, ce n'est pas la bombe, mais c'est la propagation de l'incendie dans ce bâtiment. On reviendra sur les aspects techniques et tactiques tout à l'heure. Mais je vous ai dit, on allait commencer par parler de casque. Alors vous savez que le casque, il a été redécouvert ou réintroduit pendant la Première Guerre mondiale. Déjà en 1914, il existait certains casques pour certaines unités, certaines troupes, mais la généralisation du casque se fait à partir de 1916, 1917. Même l'armée suisse se pose la question et introduit finalement en 1918 un casque modèle 1918, un casque en acier. Donc cette redécouverte du casque, elle vient de quoi? Elle vient tout simplement de l'augmentation de la létalité des armes. Au lieu de tirer un coup par minute et de devoir recharger après chaque coup, le fait de disposer d'armes automatiques qui tirent des dizaines ou des centaines de cartouches chaque minute, évidemment, ça augmente la létalité. Il y a des explosifs, il y a de l'artillerie sur le champ de bataille, et donc il faut se protéger non seulement des éclats, mais il faut se protéger de tous les gravats, les pierres qui peuvent retomber suite à ces explosions. Donc voilà pourquoi on a réintroduit le casque pendant la Première Guerre mondiale.
On l'a réintroduit aussi pour une autre raison, c'est la guerre de tranchées. Et vous savez que toutes les armées sur le front de l'Ouest se sont dotées, ont développé des armures qui ressemblent, à s'y méprendre, à celles du Moyen-Âge. Donc un plastron, des renforts sur le casque pour pouvoir résister à un coup porté par une masse ou par une baïonnette, par exemple. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on a réintroduit le casque. Et puis vous voyez ici toute une série de casques différents, allemands, japonais et américains de la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr, on n'est pas en train de parler de ces casques-là, qui sont pour la majorité d'entre eux des casques d'acier. On n'est pas en train de parler de ces casques-là pour les casques de kamikaze. Donc si on cherche les casques de pilotes et qu'on s'intéresse aux forces aériennes américaines ou à l'armée et à la marine américaine, on voit que ici ou là, différentes armées en Europe et dans le Pacifique ont utilisé des casques. Certaines armées ont utilisé des casques d'acier à l'intérieur d'avions. C'est plutôt les photos que vous avez ici en bas à droite. Et puis d'autres, vous voyez, ont des casques qui sont quand même beaucoup plus légers. Alors, on va revenir à cette question. Pourquoi est-ce que les forces aériennes qui se battent en Europe portaient des casques? Vous avez grosso modo deux catégories. Vous avez ceux qui portent, et ça a été dit tout à l'heure, ceux qui portent ces serre-têtes, et ces serre-têtes n'ont en réalité qu'une seule fonction, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui avaient les cheveux longs à l'époque. Voilà, hein, c'est l'effet décapotable. C'est essentiellement pour porter les écouteurs et pour porter les microphones ou laryngiophones de manière à pouvoir communiquer depuis son avion. Donc ça, c'est une première fonction. C'est ce que vous avez grosso modo en haut à gauche. En bas à droite, vous avez quand même un certain nombre d'équipages d'aéronefs, allemands ou américains ici, qui non seulement portent un casque en acier, mais qui en plus portent de véritables gilets, pour ne pas dire des tabliers, par balle ou par éclat. Est-ce que vous savez la différence entre ceci et cela? Les par éclat, c'est surtout les équipages de mitrailleurs de bombardiers. Oui, même les pilotes de bombardiers américains, exactement. Pourquoi? Parce que essentiellement, ces bombardiers devaient, pour pouvoir être précis, devaient pour pouvoir naviguer précisément et ensuite ajuster leur instrument de visée pour le largage des bombes, devaient voler de manière extrêmement rectiligne, à niveau horizontal. Et donc cela les rendait extrêmement prévisibles et donc extrêmement vulnérables à la défense contre avion. Donc ces casques, y compris ces casques d'acier que l'on voit ici, ils ont pour but de protéger les équipages de ces bombardiers qui vont voler essentiellement droit à travers des nuages d'éclats de métal, tout simplement parce que ces éclats de métal qui pèsent quelques grammes volent grosso modo à la même vitesse et ils ont la même énergie qu'une balle de fusil. Et donc ils vont transpercer sans aucune difficulté les métaux légers qui forment le châssis, le fuselage de ces avions et ils vont pouvoir blesser les équipages à l'intérieur. On est même allé aux États-Unis jusqu'à la confection de masques de protection pour le visage, exactement comme les équipages de chars pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'on imaginait que, bien sûr, les yeux étaient particulièrement vulnérables à ces éclats qui pouvaient traverser de part en part les avions. Mais le but n'est pas de se poser la question pourquoi est-ce que les pilotes de bombardiers américains au-dessus de l'Europe portaient un casque. La question, c'est pourquoi est-ce que les pilotes japonais de kamikaze portaient un casque. Et voilà les casques japonais, les casques des pilotes japonais. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune distinction entre le matériel de vol d'un pilote kamikaze, de ces tokotai, de ces escadrilles suicides, de ces escadrilles spéciales, d'attaque spéciale, ou bien les pilotes réguliers, ordinaires de l'armée de terre ou de la marine japonaise. Rien ne les distingue dans leur équipement personnel.
On y viendra tout à l'heure, mais tout au plus, sur les avions kamikazes, on a un certain nombre de marquages qui ont été faits, et en particulier un symbole qui est une fleur, qui est un chrysanthème, parce que tout simplement, chrysanthème se dit toko en japonais. Je suis obligé de faire confiance à certains outils de traduction pour cela. Donc quand vous regardez ces casques de pilotes japonais, c'est quoi la différence entre ces casques-là et puis les casques qu'on a vus tout à l'heure? La première chose qui saute instantanément à la vue, à l'esprit, oui, la matière, il me semble qu'on en a vu certains qui sont assez proches, mais il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Tout simplement parce que les avions japonais, en 1941, en 1945, n'avaient pas de radio. Et tout au plus avait-il, dans certains appareils qui étaient suffisamment grands, des postes de radio où il fallait télégraphier, donc du morse. C'était la même chose dans les forces aériennes suisses à l'époque. Donc il n'y avait pas une radio dans chaque avion. Il n'y avait pas la technologie au Japon pour disposer de radio dans chaque avion. Et pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, comme ça on repartira tous avec un sac de connaissances bien rempli, comment est-ce que les pilotes japonais faisaient pour communiquer s'ils n'avaient pas de radio? Aussi, ils avaient le cockpit qui était ouvert. Le cockpit ouvert, oui. Non. Ils communiquaient avec des ardoises. Des ardoises. Des ardoises. C'est-à-dire, donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de voler dans un avion avec la verrière ouverte. Alors c'est très sympathique, mais c'est pas à la portée du premier venu de faire des petits signes avec l'index et le majeur. C'est pas si facile que ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, contre la verrière, vous pouvez coller une ardoise sur laquelle vous avez noté un pictogramme, et de cette manière-là, avec quelques... il y a beaucoup plus de pictogrammes dans la langue japonaise qu'il n'y a de lettres dans l'alphabet occidental. Donc vous avez la possibilité de donner de cette manière-là des informations, des instructions à vos ailiers. Donc c'est comme ça que les pilotes japonais communiquaient. Alors oui, il y avait peut-être des signes, adapter sa vitesse, etc. Et puis si quelqu'un, si un lieutenant ou un commodore criait suffisamment pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place, peut-être qu'effectivement quelqu'un allait répondre. Mais essentiellement, c'est par la communication visuelle, par ces ardoises. Donc il n'y a pas de radio. Donc en fait, ce casque ne sert pas à la communication. Ça, on en est sûr. D'autres idées? Vu le rembourrement, c'est pas autre chose. Ah, on va voir. Alors, les serre-têtes ou les casques de pilotes américains dans le Pacifique et l'équipement général de ces pilotes américains, vous l'avez ici. Donc vous voyez ici assez clairement ces renforts, ces dispositifs pour pouvoir écouter et parler. Il y a aussi ces fameux, comment on appelle ça, gilets de sauvetage qui portaient ce nom connu à l'époque, Mae West. Voilà, pour ceux que ça rafraîchit. Donc vous voyez que l'équipement est quand même assez différent, le costume est aussi assez différent des pilotes de la marine américaine, parce que bien sûr, dans ces contrées, la température est assez élevée, donc ces pantalons extrêmement larges, ce sont les caractéristiques de l'époque. Donc on va avancer sur cette histoire et parler de l'expansion japonaise. Et il faut peut-être, avant de parler de Pearl Harbor, de l'expansion japonaise, dire que les Japonais ont eu l'expérience, à partir de 1936, de combattre contre les Chinois, contre la Chine nationaliste. Et grosso modo, voilà le type d'avion qu'ils avaient l'habitude d'affronter. Donc quand on dit que les pilotes japonais étaient très expérimentés, qu'ils avaient de très bonnes tactiques, c'est vrai, mais ils avaient cette expérience militaire contre des forces qui étaient finalement assez limitées et qui disposaient de matériel assez ancien.
Et donc, comme les nationalistes chinois n'avaient pas non plus de radio, on peut comprendre que les Japonais ont eu l'ascendant. Je dois préciser une chose, c'est que dans la guerre d'invasion japonaise contre la Chine, il n'y a jamais eu de formation supérieure à 12 avions qui ont été concentrés dans une opération définie. Donc, les expériences japonaises, elles existent, mais elles sont quand même très limitées. Et donc, la décision qui est prise au moment de Pearl Harbor de frapper avec plus de 300 avions, quelque chose comme 450 avions qui sont concentrés dans une seule force de frappe, c'est une décision qui est assez courageuse et qui nécessite beaucoup de planification du côté japonais. Mais les Japonais, en 1941, ont un atout majeur. Cet atout majeur, c'est cet avion-là, c'est le 0. Pourquoi ça s'appelle un 0 ? Parce qu'il a été conçu l'année 0 dans le calendrier japonais. Coquille, exactement. Alors, on reviendra sur la dénomination de cet avion, parce que cet avion a plusieurs noms. Mais cet avion-là, c'est une merveille technologique. C'est une merveille technologique parce que cet avion a un rayon d'action qui est, pour l'époque, incroyable. C'est un rayon d'action de plusieurs milliers de kilomètres, donc c'est mieux que beaucoup d'avions de combat aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant. Et bien sûr, ça c'est parfait pour le théâtre d'opération du Pacifique, où les distances sont absolument énormes. Et si vous avez un Spitfire ou un Messerschmitt Bf-109 qui ont été conçus pour le théâtre d'opération européen, au bout de 32 minutes, il y a certainement un voyant rouge qui s'allume parce que vous n'avez plus de carburant. C'était tout à fait compréhensible dans un contexte européen où on avait des bases aériennes qui étaient immédiatement à proximité du front. On ne prévoyait pas de faire des combats tournoyants pendant des dizaines de minutes non plus, mais ces avions, comme le Messerschmitt 109, comme le P-40, comme le Spitfire, ces avions étaient inadaptés au théâtre d'opération dans le Pacifique. Dans le Pacifique, il vous faut des avions qui peuvent voler littéralement pendant des heures. Ça, le 0 peut le faire. Deuxième qualité de cet avion, c'est son armement. Son armement, cet avion, il est équipé de 2 mitrailleuses. On les verra non pas de l'extérieur, mais on les verra de l'intérieur quand on regardera le cockpit de l'avion. Et puis, 2 mitrailleuses utilisant des calibres, des balles de fusil. Et puis, dans les ailes, 2 canons de 20 mm. C'est considérable, c'est mieux que le Spitfire à la même époque. C'est l'équivalent du Messerschmitt 109, on va revenir sur les détails tout à l'heure. Enfin, c'est un armement qui est très nettement supérieur à tout ce dont dispose la marine américaine. Je ne parle même pas des Britanniques qui utilisent encore des biplans dans le Pacifique à cette époque-là. Et donc cet avion, le 0, fait extrêmement peur aux Occidentaux. Et cet avion va être l'outil qui va permettre la domination, la suprématie aérienne des Japonais pendant un peu plus d'une année. 1942, c'est vraiment l'année de succès de cet avion, le 0. Donc maintenant que les Japonais disposent de 2 choses, ils disposent d'un certain nombre de porte-avions qu'ils ont tous concentrés en une seule force de frappe, donc ils ont concentré toute leur force en une force de frappe. Deuxièmement, ils ont cet avion, le 0, qui est supérieur aux appareils occidentaux. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour étendre la sphère d'influence japonaise ? Vous le voyez ici, beaucoup de ces îles, beaucoup de ces régions sont sous un contrôle ou sous un protectorat de telle ou telle puissance européenne, mais les points d'appui américains se trouvent essentiellement ici aux Philippines et autour des îles Hawaï. Et donc, au lieu de frapper directement les Philippines, si vous frappez d'abord le point d'appui majeur de la puissance américaine dans le Pacifique, qui est la base de Pearl Harbor dans les îles Hawaï, eh bien vous pouvez durablement avoir les coudées franches pour pouvoir agir dans toute la région du Pacifique. Il n'y a pas beaucoup de Britanniques, il n'y a pas beaucoup de Français qui se battent et qui résistent. Donc essentiellement, les frappes des Japonais vont se concentrer sur les Américains, d'abord sur Pearl Harbor à Hawaï,
et puis deuxièmement sur les Philippines, et puis ensuite ils vont s'étendre dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Pearl Harbor, voilà une photo de l'époque. Pearl Harbor, où est concentré l'essentiel de la flotte américaine du Pacifique, et en particulier les navires les plus lourds. Après, l'histoire de Pearl Harbor est connue, ce n'est pas le sujet essentiel de ce soir. Mais cette attaque par surprise, le 7 décembre 1941, donc un dimanche matin, qui a vraiment pris les Américains par surprise, ça a été une frappe de plus de 400 avions en 2 vagues. Et vous voyez ici la planification de ces attaques d'avions, c'est-à-dire que chaque escadrille a vraiment répété ses mouvements, puisqu'ils ne disposaient pas de radio. Toute cette bataille et toute cette frappe stratégique a été exercée, a été répétée un nombre incalculable de fois pour finalement donner un résultat assez foudroyant, assez impressionnant. C'est-à-dire qu'essentiellement, la base n'a pas été opérationnelle pendant plusieurs mois. Et puis, de nombreux navires, et en particulier certains cuirassés, ont été mis hors de combat. Peu ont été véritablement coulés, mais quand vous regardez ces navires qui ont été touchés ici sur Battleship Row, il a fallu très souvent plus d'une année de travaux, de construction, de réparation aux États-Unis pour pouvoir les remettre à flot. Donc, grosso modo, ces navires étaient hors de combat pendant une durée tout à fait significative. On ne va pas refaire l'histoire de Pearl Harbor. L'échec ou le semi-échec de Pearl Harbor, c'est que les porte-avions américains se trouvaient à l'extérieur de la base, en exercice à ce moment-là, et ils n'ont pas pu être frappés. C'était un des objectifs, bien sûr, des Japonais. Il y avait des escadrilles d'avions torpilleurs qui avaient pour objectif d'aller frapper ces 6 ou 7 porte-avions. Si ces 6 ou 7 porte-avions s'étaient trouvés dans la base de Pearl Harbor, sachant que les Japonais avaient à ce moment-là une torpille qui pouvait être larguée d'un avion à moins de 300 km/h et puis avait quand même des chances de ne pas détonner à l'impact, de ne pas faire surface et de pouvoir toucher une cible, très probablement la reconquête américaine et alliée aurait été beaucoup plus compliquée, aurait été beaucoup plus longue par la suite. Enfin bref, cette attaque, on connaît son histoire, elle n'a pas été finalisée, c'est-à-dire qu'il était prévu une 3e vague d'assaut, donc il faut imaginer les avions étaient moins rapides à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, donc imaginez tous les avions qui partent, qui vont larguer leurs bombes, qui reviennent, qui se posent, qui vont boire du saké ou du thé, c'est selon les affinités, qui repartent une fois que les avions sont réarmés, réammunitionnés, et qui vont aller bombarder, qui reviennent une 2e fois. Et là, le commandant de la flotte a décidé qu'il ne voulait pas prendre le risque d'une 3e vague, tout simplement parce qu'il y avait cet inconnu, on ne savait pas à ce moment-là où se trouvaient les porte-avions américains, et le risque était significatif que cette force de circonstances japonaises se trouve dans un guet-apens, se trouve attaquée, se trouve à la merci des bombardements américains. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'expansion japonaise, mais je vais dire que dans le courant de 1942, les Américains réussissent à mettre la main sur un avion japonais qui est encore fonctionnel, qui est encore en état, qui vole encore, ce 0 que vous avez ici avec les marquages américains pour pas qu'on se trompe et pour pas qu'on le démolisse. Et vous voyez ici différentes fiches techniques de l'époque, c'est les services de renseignement américains qui ont analysé, qui ont mesuré cet avion dans toutes les dimensions. Et en fait, ça c'est un des tournants de la guerre. Ça c'est un des tournants de la guerre parce que le renseignement américain, les ingénieurs américains vont désosser cet avion et ils vont dire cet avion il a plein de qualités, mais il a forcément des défauts. Moi je vous ai parlé de ses qualités, il a un très grand rayon d'action. Je vous ai dit qu'il a une 2e qualité, c'est qu'il a une puissance de feu qui est beaucoup plus importante que les avions alliés de l'époque. Mais alors c'est quoi ses défauts? Il n'encaisse pas. Pardon? Il n'encaisse pas. Il n'encaisse pas, c'est un avion qui a été conçu à la base pour être extrêmement léger. Extrêmement léger, ça veut dire en bois. Il est construit en bois. Ce n'est pas quelque chose de complètement
hors du siècle. Le Hurricane était un chasseur qui était à moitié construit en bois, donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est vrai qu'il y a eu des compromis techniques qui ont dû être faits pour que cet avion ait un aussi long rayon d'action, pour qu'il ait une capacité à emporter de l'armement, des bombes, du carburant, etc. Et en fait, cet avion n'est absolument pas protégé. Le débat existe en Europe. Les pilotes de chasseurs Messerschmitt se posent la question en 1940, est-ce qu'on veut, oui ou non, un dossier de siège par balle ? C'est une vraie question qui se pose en 1940-1941. Certains pilotes allemands disent si vous mettez un siège blindé en acier dans ces avions, vous allez alourdir l'avion, vous allez réduire sa vitesse maximum, et donc vous en aurez besoin de cette protection supplémentaire, parce qu'on va vous tirer dessus. Si vous n'avez pas ce siège blindé, peut-être que vous êtes suffisamment rapide pour pouvoir échapper au tir, échapper à l'adversaire, et donc vous n'avez pas besoin de blindage. Et bien ça, c'est le pari qui a été fait, pari très risqué, qui a été fait par les Japonais. Il n'y a aucun système de protection dans cet avion. Donc c'est un avion qui est extrêmement vulnérable. Deuxième défaut de cet avion, et ça je peux en parler parce que ça nous concerne indirectement, pour pouvoir faire le plus léger possible et malgré tout avoir 2 canons de 20 mm qui sont des canons Oerlikon, j'avais juste oublié de préciser cela, ce sont les mêmes canons Oerlikon que sur les Messerschmitt 109, puisque voilà, Oerlikon était à l'époque une entreprise allemande basée en Suisse. Aujourd'hui, vous voyez tous les problèmes que ça pose. Ces canons de 20 mm étaient extrêmement puissants, mais ils étaient trop lourds. Ils étaient trop lourds et surtout, ces canons tiraient avec une vitesse initiale trop élevée et le risque était qu'en tirant avec les 2 canons simultanément, en fait, on arrache les ailes. On casse, on plie les ailes, puisque, je le répète, l'avion est construit en bois. Donc, les ingénieurs ont trouvé des solutions de compromis. Et ces solutions de compromis, c'est de dire, on garde les canons Oerlikon de 20 mm, mais on les raccourcit. On les raccourcit, c'est-à-dire le tube du canon est moins long. Si le tube du canon est moins long, il y a une moindre accélération, il y a une moindre force de recul, si vous voulez. Il y a aussi une moindre précision, et puis l'efficacité au but n'est pas tout à fait la même. Mais ce n'est pas grave, on a nos canons de 20 mm sur cet avion, donc officiellement le contrat est rempli, et puis inversement, tant pis si l'arme n'est pas aussi puissante qu'elle devrait l'être. Autre compromis, je vous ai parlé des 2 mitrailleuses qui se trouvent dans le nez de l'appareil. Pour pouvoir économiser du poids, on ne se pose pas 36 questions sur des micromoteurs ou des systèmes de transmission et des roues crantées ou je ne sais pas quoi. Les mitrailleuses arrivent jusqu'à l'intérieur du cockpit. Et si vous voulez recharger la mitrailleuse, il n'y a pas de problème. Vous le faites exactement comme dans les avions de la Première Guerre mondiale. Vous devez manipuler ces mitrailleuses exactement comme vous le faites sur un affût, sur un trépied, depuis l'intérieur du cockpit. Okay ? Il y a un autre souci sur cet avion, et je vais le montrer tout à l'heure, c'est son moteur. On va revenir à ce point-là. Les Américains ont, au début de la guerre du Pacifique, cet avion-là, qui est le F-4F, le Wildcat, et cet avion a des qualités, c'est un avion très solide, c'est un avion sain, on peut dire, un avion très fiable, un avion qui est armé de 4 mitrailleuses, mais il n'est pas assez rapide, il ne vole pas assez haut, il manque d'endurance, de rayon d'action. Et donc les Américains vont décider d'améliorer ce produit. On ne va pas chercher une révolution technologique, on va chercher à améliorer le produit. Et du F-4F, le constructeur Grumman va proposer le F-6F, le Hellcat, qui est ni plus ni moins que le même avion, mais 1,5 fois plus grand. Et si vous avez un avion 1,5 fois plus grand, vous pouvez mettre un plus grand moteur, vous pouvez mettre plus de mitrailleuses, vous passez de 4 à 6, vous pouvez mettre plus de fuel, vous pouvez mettre plus d'armement. Et donc les Américains, au lieu de chercher une révolution dans les affaires militaires, ils vont prendre ce qu'ils ont, ils vont tout multiplier par 1,5 et ça donne le F-6F Hellcat.
Après, on parlera du F-8F et d'autres avions encore plus performants tout à l'heure. Mais enfin, la solution des Américains, c'est on prend ce qu'on connaît, on prend ce qu'on a, on fait plus grand et puis on produit ça en très grande série. Alors, je vous ai dit, le Zero est un avion qui a un troisième défaut, et ce défaut, c'est son moteur. Pour expliquer ce défaut moteur, il faut peut-être regarder entre 1925 et 1945, donc durant toute la période où le Japon a été en guerre, l'évolution de la puissance maximum des moteurs au Japon, c'est-à-dire la courbe rouge ici, et aux États-Unis, c'est-à-dire la courbe bleue que vous voyez. Qu'est-ce qui saute aux yeux immédiatement? Les Américains sont en dehors de la guerre. 1935, c'est la traversée de l'Atlantique. On développe de gros moteurs pour pouvoir transporter des passagers sur des avions civils. Donc on fait des progrès technologiques monstrueux dans le domaine des moteurs aérodynamiques. Et puis les Japonais, eux, ils font pratiquement pas de progrès. Donc grosso modo, ça stagne. Et donc les meilleurs moteurs japonais, je ne parle pas de prototypes, parce que là on est quand même dans quelque chose d'assez onéreux et d'assez rare, mais la plupart de ces moteurs japonais qui étaient utilisables pour être installés, pour être produits en grande série sur des chasseurs, à la fin de la guerre, ils sont à peu près à 1000-1200 chevaux, c'est-à-dire la puissance des moteurs d'avion au début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et donc le Japon n'arrivera jamais à rattraper son retard par rapport aux Américains ou par rapport aux Alliés. Vous voyez ici l'écart de production industrielle. En rouge, vous avez les moteurs d'avion et puis les avions produits au Japon. Et puis à droite, vous avez la production américaine. Je crois que la démonstration elle est assez simple. Oui, vous allez me dire, les Américains vendent beaucoup d'avions à d'autres pays. Vous allez me dire, oui, ils se battent sur deux fronts. Oui, tout ceci est vrai, mais c'est une telle production industrielle, c'est des ordres de grandeur tellement plus importants que ce qui est fabriqué au Japon. Et encore une fois, les techniques de production industrielle au Japon, ce ne sont pas les techniques américaines de l'époque. Vous voyez ici le comparatif du poids des différents avions, le F-4F et le tout petit, tout léger poids plume Zero dont on a parlé tout à l'heure. C'est un avion qui, tout mouillé, c'est-à-dire tout équipé avec son armement, va peser à peine 2 tonnes. Donc vous voyez que c'est un avion qui est extrêmement léger, c'est un avion qui est très maniable, très sportif, mais ça n'est pas du tout un appareil aussi solide, aussi solidement construit et aussi bien protégé que les avions américains. Et accessoirement, vous avez ici le poids à vide, vous avez en bleu clair ou en couleur plus claire ce qui est disponible pour pouvoir emporter des charges offensives, des bombes, des roquettes ou du fuel supplémentaire. Et puis, vous avez entre les deux, en blanc, chez les avions, parmi les avions américains, vous avez cette couche, cette strate blanche. Est-ce que vous savez à quoi correspond cette strate blanche qui, je le précise, n'existe pas chez les avions japonais? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le blindage, c'est la protection, c'est les mesures de protection. Donc les avions américains sont blindés, ils sont protégés, alors pas aussi blindés qu'un char de combat, mais ils sont protégés et les parties les plus vulnérables de ces avions sont renforcées de manière à ne pas exploser, ne pas prendre feu au premier projectile. Les avions japonais, jusqu'à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas de dispositif de protection, n'ont pas de blindage, n'ont pas cette technologie des réservoirs de carburant qui s'obturent automatiquement si jamais ils devaient être percés. Donc une comparaison entre un avion américain typique et un avion japonais typique de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ça donne un P-47 qui pèse, je regarde juste ici sur le poids, 13 000 divisé par 2, donc on n'est pas loin d'un avion qui pèse 6 tonnes et demie, contre un avion japonais qui pèse à peu près 2 tonnes, ou en dessous de 2 tonnes à vide. Je n'ai pas besoin de vous montrer les différences en matière de taille entre un P-47 et puis un
un 0, un A6M. Vous avez ici l'explication de ce nom, de ce surnom qui a été donné au 0. Et ce qui est intéressant, c'est que cet avion a reçu beaucoup de noms différents, mais 0, c'est un surnom qui a été donné à la fois au Japon et à la fois aux États-Unis au même avion. Soit dit en passant, prenons la comparaison des moteurs. On ne peut pas dire que les moteurs sont fondamentalement différents entre les avions japonais et les avions américains. Ce sont tous les deux des moteurs rotatifs et c'est des moteurs en étoile. Et si vous comparez ces deux moteurs, alors vous avez une différence de puissance qui est tout à fait frappante. Donc le moteur japonais, il a 1100 chevaux, vous avez plus de 2000 chevaux pour l'avion américain. Donc vous avez 2 fois plus de puissance. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que si vous regardez sur un banc d'essai le moteur japonais qui est, je ne veux pas dire compact, parce que je n'aimerais pas devoir monter les escaliers avec, mais vous aurez compris que les dimensions de ce moteur japonais n'ont rien à voir avec les dimensions de ce moteur Pratt & Whitney du P-47. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses dans les moteurs d'avion qu'aucun avion japonais ne dispose. Voilà. Et pour examiner cela, je vous ai montré cette photo du moteur Pratt & Whitney de Wasp du P-47. Donc tout le monde voit où est le moteur ici, tout le monde voit en rouge l'armement, tout le monde voit en jaune ou en orange la munition, le carburant qui se trouve logé sous une plaque ou protégé par des plaques de blindage à proximité du pilote qui est lui aussi assis dans une baignoire protégée et blindée. Et puis ce qui est intéressant avec ce P-47, quand vous regardez, quand vous décortiquez l'intérieur de l'avion, c'est que non seulement il y a un moteur, mais il y a tout ce circuit bleu foncé et ce circuit vert. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Les gaz d'échappement qui permettent d'éteindre un incendie éventuel. Non. C'est un turbocompresseur. C'est un turbocompresseur, c'est-à-dire que vous voyez ici que tous les cylindres sont reliés à ce circuit bleu qui va évacuer, alors oui, les gaz d'échappement, on va évacuer les gaz d'échappement, et puis ensuite on a une soufflerie à l'arrière, derrière le pilote, qui va souffler sous pression cet air avec, bien sûr, des gaz de combustion, c'est-à-dire qu'il y a encore des particules d'essence qui se trouvent dans cet air, et on va mettre sous pression ceci à l'intérieur des cylindres. Donc en fait, c'est un turbocompresseur, on va prendre l'air de combustion, on va le compresser, on va le réintroduire dans le moteur. Et ça sert à quoi un turbocompresseur sur un avion de chasse ? Ça augmente la puissance et ça permet de conserver une puissance intéressante à haute altitude. Et en capturant le A6M0, les Américains se rendent compte que le 0 n'a pas de turbocompresseur. Et les ingénieurs américains sont sidérés de voir qu'aucun avion japonais n'a de turbocompresseur. Et à partir de ce moment-là, les Japonais ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre parce qu'aucun de ces avions n'ont de turbocompresseur, ce qui veut dire que oui, ils ont des moteurs assez importants, assez puissants, 1000 chevaux, c'est pas rien, c'est un bon moteur, mais c'est 1000 chevaux au niveau de la mer. Et si vous êtes à 10 000 pieds, vous pouvez pratiquement diviser ça par 2, et si vous êtes à 20 000 pieds, vous divisez ça pratiquement par 4, ce qui veut dire que les avions japonais sont obligés de se battre à armes égales. S'ils veulent être à armes égales, il faut qu'ils se battent à basse altitude. Et les Américains vont comprendre ça, et à partir du moment où ils ont compris ça, ils ne vont pas aller se battre là où les pilotes japonais sont à armes égales avec eux, ils vont aller les chercher à haute altitude, ils vont les forcer à venir à haute altitude, et à ce moment-là, les Américains ont gagné la guerre. Petite histoire, cet avion s'appelle le SB-2C, qui a été surnommé du nom de Son of a Bitch Second Class. Son vrai nom, c'est Helldiver, mais le petit nom est plus intéressant. Et dans ce SB-2C, vous avez ce boîtier bleu qui est ici à l'avant. Je vous montre un autre avion américain
qui a ici un certain nombre de commandes, puis un certain nombre de tuyaux à l'intérieur du cockpit. Ça, c'est le Corsair. Est-ce que vous pouvez imaginer de quoi il s'agit? Je vous montre. Il s'agit d'un radiateur. Donc, en d'autres termes, le radiateur qui est installé dans les avions de chasse américains, ce système qui permet de se chauffer lorsqu'on monte à haute altitude, ce système qui permet de se chauffer, donc de ne pas geler aux commandes de son avion, il pèse 170 kg. Le canon Oerlikon, dont on a coupé ou raccourci le tube du canon dans le zéro, il pèse 153 kg. Donc vous voyez que les Japonais ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait installer un système de chauffage à l'intérieur d'un avion. Et donc, la réponse, elle est très simple. J'avance un petit peu. La réponse, elle est très simple. Pourquoi est-ce que les pilotes japonais portaient un casque? Eh bien, c'est pour ne pas geler de froid, parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les avions. Et si vous regardez la tenue de ces pilotes japonais, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs couches. On est bien rembourré. C'est pas la tenue avec les jeans agréables et la toile fine qui était l'uniforme des pilotes américains. Donc, la réponse à la question, vous l'avez trouvée, alors félicitations. Les pilotes japonais portaient un casque tout simplement parce qu'ils avaient froid. C'est pas plus compliqué que ça. On continue ou on continue? J'avais posé une deuxième question, et puis à ce moment-là, tout le monde me regardait avec des yeux éberlués. Pourquoi est-ce que les pilotes japonais enlevaient la peinture de leurs avions? Donc, ce n'est pas un modéliste fou qui, sur sa maquette, a enlevé, a écaillé la peinture. Ce sont des photos de 1945 où on voit certains avions japonais de la fin de la guerre. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où l'avion a été peint, mais il a été peint avec une couche de peinture tellement fine qu'au bout de quelques heures d'utilisation, une bonne partie de cette peinture s'est écaillée. Et puis, la deuxième variante, c'est celle que vous avez ici, où les pilotes japonais ont camouflé en faisant des motifs de peinture sur l'avion, mais ils n'ont jamais entièrement recouvert leur avion de peinture. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est à des marges de puissance tellement faibles, le poids de la peinture sur un avion qui mesure 8 ou 10 mètres de long, c'est plusieurs dizaines de kilos. Et donc, pourquoi est-ce que tous ces avions japonais avaient la peinture écaillée? C'est tout simplement parce qu'on leur a mis le minimum du minimum du minimum de peinture, parce que la peinture, ça pèse un certain poids, et puis la friction dans l'air fait aussi, malheureusement, que ça diminue la vitesse de pointe de l'avion. Et les avions qui ont été camouflés avec, à la va-vite au pinceau, les pilotes savaient très bien que s'ils mettaient trop de peinture, à la fin, ça aurait un impact sur leur vitesse de pointe, sur leur manœuvrabilité. Donc maintenant, vous avez la réponse à une deuxième question. Pourquoi est-ce que les pilotes japonais enlevaient la peinture de leurs avions? Maintenant, on va parler de la guerre et de la mise en place, de la mise en œuvre de ces pilotes kamikazes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la production industrielle, la production de masse américaine. Alors vous avez ici quelques chiffres, je ne vais pas aller dans les détails, je vais en prendre juste un. Le F-6F Hellcat, encore une fois, qui n'est pas une révolution dans les affaires militaires en 1942, le F-6F Hellcat, il a été produit à 12 275 exemplaires. Il a abattu 5 223 avions adverses, tous dans le Pacifique, parce que très très peu ont été utilisés en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Ça donne un ratio de 19 pertes infligées pour une seule propre perte américaine. Et de ce point de vue-là, encore une fois on peut discuter, mais de ce point de vue-là, c'est le meilleur avion de chasse
américain de l'histoire, parce que le ratio entre propres pertes et pertes infligées à l'adversaire, il est tout à fait considérable. Encore une fois, c'est la philosophie américaine, construire des avions très solides, les construire en très grand nombre, et puis le nombre est une qualité pour elle-même. C'est la même chose, tout ce qui a été dit pour les avions, c'est la même chose dans le domaine maritime. Combien les Japonais avaient-ils de porte-avions ? En 1941, ils ont 6 porte-avions de flotte, 6 porte-avions d'escadre, des porte-avions de taille importante, dont certains qui étaient à l'époque, en 1941, les plus grands du monde, et c'est pour ça qu'ils ont joué leur atout sur cette attaque risquée de Pearl Harbor, plus 3 porte-avions légers. En 1945, 0 porte-avions d'escadre, et il reste 3 porte-aéronefs de petite taille, dont un est encore en chantier. Il n'a pas été bombardé parce que ça ne servait à rien de gaspiller des bombes sur un navire qui n'allait jamais prendre la mer. Donc vous voyez que cette force a été entièrement détruite pendant la guerre. Côté américain, c'est très différent. Il y a 7 porte-avions au début de la guerre, au moment de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. À la fin de la guerre, je ne vais pas tout vous lire. La marine américaine, je parle uniquement de la marine américaine, je ne parle pas des Britanniques, je ne parle pas des Australiens, je ne parle pas du Canada, qui avait aussi des porte-avions. Uniquement la marine américaine possédait plus de 140 porte-avions. Plus de 140 porte-avions. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien oui, il y avait un certain nombre de porte-avions d'escadre. Par exemple, ces grands porte-avions de la classe Essex que vous voyez ici, c'est les plus grands porte-avions américains de cette période, pendant la guerre. Un grand nombre a été construit, mais à côté de cela, on a pris toute une série de coques de bateaux, de croiseurs, de paquebots civils, et puis on les a transformés en mettant un pont dessus, et on les a appelés de différents noms. Les navires à l'origine militaire sont devenus, donc ces anciens croiseurs qui ont été reconfigurés en porte-avions d'escorte ou en porte-avions rapides, c'est la classe Indépendance. Donc ce sont des navires qui utilisaient des coques extrêmement profilées, qui avaient de bons moteurs et qui pouvaient avancer avec les porte-avions d'escadre. Et puis ces petits porte-avions d'escorte, c'est plutôt des navires marchands qui avaient une vingtaine d'appareils à bord et puis qui étaient utilisés pour patrouiller, pour surveiller dans tous les secteurs qui étaient de moindre importance. Donc une force aéronavale très significative, très importante, et à côté de cela, des porte-avions pratiquement dans chaque secteur d'engagement. Deuxième mesure pour se protéger, se prémunir contre les pilotes japonais, mais particulièrement contre les attaques de kamikazes, c'est une défense contre avion tout à fait considérable. Alors vous voyez ici tous les systèmes d'armes qui ont été mis en œuvre. Les mitrailleuses de 12,7 mm, je vous dis tout de suite, ce n'est pas très efficace à des distances de plusieurs centaines de mètres. Et surtout, si l'avion se dirige droit vers vous, ce n'est pas un petit projectile qui va arrêter cet avion. C'est la même chose pour les canons de 20 mm Oerlikon. Beaucoup de ces canons ont été installés sur les porte-avions, ont été installés sur les navires d'escorte. Mais même si vous touchez un pilote kamikaze avec ces obus de 20 mm, oui, vous allez déclencher un incendie, oui, vous allez peut-être le faire dévier de sa trajectoire, mais la probabilité est quand même que le pilote réussira à s'écraser sur votre bateau. Donc il faut aller chercher des armes plus lourdes, comme les canons de 40 mm Bofors, ou alors des canons de 127 mm. Et l'armement principal, l'armement qui a eu le plus de succès dans cette lutte contre les kamikazes, en fait, c'est ça. Ce sont des canons de 127 mm. Donc, c'est pratiquement des pièces d'artillerie. Et ces canons de 127 mm, pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement efficaces contre les kamikazes ? Bien, pour 2 raisons. Premièrement, puisque les kamikazes et les autres pilotes japonais n'avaient pas de radio, ils devaient voler de manière relativement groupée. Donc, avec un seul obus de 127 mm et une vingtaine de kilos d'explosifs,
vous avez dans un cercle, vous avez une répartition des éclats dans un cercle qui est assez significatif. Et deuxièmement, les Américains ont introduit des fusées à proximité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de toucher la cible. Si vous êtes à quelques dizaines de mètres de la cible, vous allez quand même avoir un effet à grande distance, à plus de 2500 mètres, contre ces avions kamikazes lorsqu'ils sont en train de se préparer à faire leur attaque. Donc paradoxalement, on fait beaucoup de bruit avec cette petite artillerie de défense contre avions, mais ce qui a vraiment stoppé le plus d'avions, et en particulier des kamikazes, ce sont les grosses tourelles de 127 mm. Et soit dit en passant, ce calibre de 127 mm, c'est encore aujourd'hui le calibre sur de très nombreux navires de guerre, aussi bien aux États-Unis que dans la plupart des pays anglo-saxons. Donc on utilise encore ces mêmes munitions et ces mêmes calibres. Voilà une série de tactiques qui ont été mises au point par les Américains pour se prémunir des kamikazes. Combat Air Patrol, on a encore ce terme aujourd'hui. L'idée, elle est simple. Les Américains se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables, ou la flotte américaine s'est rendue compte qu'ils étaient vulnérables quand les avions étaient allés effectuer leur mission d'attaque et qu'ils étaient en train de revenir à la base ou qu'ils revenaient sur le porte-avions. Ça, c'était le moment le plus risqué, le plus dangereux. Et donc, ces Combat Air Patrols devaient, en principe, constituer une espèce de sas ou une espèce de porte, et ils devaient raccompagner les avions amis qui revenaient de leur mission de bombardement pour être sûr qu'il n'y avait pas de Japonais qui essayent de s'infiltrer, parce que, bien sûr, là, il y aurait pu avoir un effet de surprise maximum. Donc, c'est patrouille aérienne. Deuxièmement, le Big Blue Blanket. Ça, c'est très simple. Les Américains se sont rendus compte, pour combattre les kamikazes, c'est beaucoup plus facile de combattre un avion au sol que lorsqu'il a pris l'air et lorsqu'il est maniable et lorsqu'il vole à haute vitesse. Donc, dans chacune des opérations de la marine américaine, il y a eu, 20 heures sur 24, une pression exercée par des chasseurs et par des bombardiers sur tous les aérodromes, sur toutes les pistes et sur tous les terrains qui pouvaient abriter des petites escadrilles de pilotes suicides pour s'assurer que si un avion tente de décoller, on puisse le neutraliser avant qu'il puisse prendre l'air. Ça, c'est le Big Blue Blanket. Et puis, le ratio. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions américains partaient avec un tiers d'appareils qui étaient des chasseurs, un tiers qui étaient des bombardiers et un tiers qui étaient des avions torpilleurs. Et au milieu de la guerre, les amiraux américains se sont rendus compte, mais en fait, ces torpilleurs, ça ne marche pas très bien, les bombardiers, ça ne marche pas très bien non plus, et les chasseurs, que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont tellement costauds, ils peuvent emporter la même charge offensive, les roquettes, les bombes, que les bombardiers. Alors, on va inverser le ratio. Et en fait, à partir de 1942, les porte-avions américains emportent avec eux 2 tiers de chasseurs, et c'est les chasseurs qui vont effectuer toutes les missions. Il n'y aura plus besoin d'avions archi spécialisés dans une mission ou dans l'autre. Et puis, le dernier point, c'est les piquets ou les navires écrans. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La guerre dans le Pacifique, on peut la résumer de manière assez simple à travers ces 2 axes de progression américains. Vous avez ici les dates. Donc 42-43, c'est les préparatifs de l'invasion. 1944, ce sont les grands combats autour des chaînes d'îles du Japon. Pourquoi est-ce que cette chaîne d'îles est importante? Parce que lorsque les Américains ont conquis ces îles-là, ils ont pu installer des aérodromes avec des pistes en dur. Ce n'est pas pour les chasseurs Hellcat, ce n'est pas pour les P-47, c'est pour des gros bombardiers B-29, donc des gros bombardiers quadrimoteurs qui vont être en mesure de frapper au cœur le Japon. Et donc, à partir de cette base de départ, la phase suivante, à partir de la mi-1944, c'est les Philippines, la reconquête des Philippines, et puis les chaînes d'îles à proximité du Japon. Une chose intéressante, les Américains ont décidé qu'il fallait absolument mettre la pression sur les Japonais et ne pas relâcher cette pression. Et donc, ils ont eu une idée, une conception opérative
extrêmement intéressante. La conception opérative, c'est de dire on veut une task force avec une marine constituée essentiellement de ces porte-avions d'escadre avec le gros de la flotte aéronavale. Et puis, on ne va pas commencer à mettre, comme on adore le faire en Suisse, un tiers ici, un tiers en réserve, un tiers se tient prêt à je ne sais pas quoi. Donc, tous les moyens sont engagés dans une seule task force. Et puis, les navires qui sont endommagés, eh bien, on va les sortir du rang et on va les réparer. Les navires qui viennent depuis les usines, on va les augmenter, on va les ajouter à cette flotte. Et, ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est comme ça qu'on va maintenir la pression, il y a 2 états-majors pour une seule flotte. Et cette flotte va s'appeler la Task Force 58 lorsque c'est l'amiral Halsey qui la commande. Et pendant la prochaine opération, ce sera l'amiral Spurance qui va reprendre le commandement et on va simplement changer le nom, ça deviendra la Task Force 38. En d'autres termes, il y a un état-major qui prépare, qui planifie l'action subséquente, qui planifie l'action suivante, et les moyens sont engagés à 100%, et ça permet de maintenir la pression sur les Japonais. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé par le Japon. J'en viens maintenant aux kamikazes. Comment est-ce que la décision a été prise par le commandement japonais d'employer cette tactique de sacrifier ou de détruire les avions contre des navires américains? Alors, il y a un certain nombre d'exemples sporadiques ou isolés, et en particulier, il y a un pilote au moment de l'attaque de Pearl Harbor qui a vu son avion endommagé et qui effectivement a décidé qu'il n'arriverait pas à faire le chemin du retour, et il a percuté, c'était des bâtiments, donc ce n'est pas quelque chose de très spectaculaire sur le plan de l'histoire militaire, mais enfin c'est un exemple, il y a eu des exemples isolés. Mais maintenant, la problématique d'octobre 1944, c'est la défense des îles Philippines. Et comme les Philippines, c'est relativement loin du Japon et il n'y avait pas de soutien, il n'y avait que les moyens du bord pour se défendre, un certain commandant de cette force des Philippines a décidé de recourir à des solutions locales qui ont été proposées par des pilotes, de constituer des escadrilles avec des pilotes qui étaient d'accord de se sacrifier pour être sûrs de toucher le but et de couler des navires américains. Donc, ces préparatifs ont existé pendant plusieurs mois, mais aucun amiral n'a voulu présenter au commandement en chef un projet avec le sacrifice de ses propres avions, parce que probablement ça aurait été refusé. Et quand ce vice-amiral Onishi prend le commandement des forces de défense des Philippines, il fait une nouvelle appréciation de la situation et il se rend compte que tous les moyens seront bons parce qu'il n'a pas suffisamment de ressources, il n'a pas suffisamment d'avions, et donc il décide d'entériner, d'accepter un projet qui a été développé par son prédécesseur, mais que son prédécesseur n'a jamais présenté officiellement pour avoir une signature. Et donc l'acte officiel de création de ces escadrilles d'attaque spéciale, le 19 octobre 1944, c'est le vice-amiral Onishi qui prend la responsabilité de la création de ces escadrilles kamikazes. 3 attaques ont lieu pendant cette bataille des Philippines et je vais aller très rapidement. Pendant ces attaques, on croit au Japon que ces attaques ont eu un succès extraordinaire. Alors évidemment, les Américains ne s'attendaient pas à ce que cette tactique soit utilisée. Et les pilotes japonais qui sont revenus de ces missions d'attaque ont confirmé que plusieurs navires américains ont été touchés. Certains navires américains ont été touchés 4 fois, donc par 4 avions différents. Et l'état-major japonais regarde les chiffres, présente ces chiffres et dit « c'est un succès ». C'est un succès parce que dans ces 3 premières opérations, on estime qu'un tiers des avions kamikazes ont touché quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'un navire a été coulé, mais c'est beaucoup mieux que des attaques conventionnelles, que des attaques classiques. Et c'est sur la base de ces chiffres
que le commandement japonais, que l'amirauté japonaise accepte d'étendre le modèle des kamikazes à grande échelle, sur des chiffres qui sont faux. Parce que, bien sûr, qu'un bateau soit touché, qu'il y ait des flammes, qu'il y ait de la fumée, ça ne veut pas dire que le bateau a coulé, ça ne veut pas dire que le bateau est inutilisable. Voilà, on est loin de ces chiffres-là. Et aujourd'hui, quand on refait les calculs, on est plus proche de 12% des avions qui ont touché quelque chose. Encore une fois, avec l'effet de surprise en octobre 1944, on est dans des chiffres qui ne sont pas tout à fait ceux qui ont été annoncés à l'époque, mais auxquels les Japonais ont cru. Et dans une situation militaire qui n'était pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire, l'amirauté japonaise présente à l'empereur cette décision en donnant ces chiffres qui sont, encore une fois, des chiffres exagérés, 30% de succès de ces opérations kamikazes. Et que dit l'empereur japonais ? L'empereur dit la chose suivante, je ne peux pas imiter un empereur japonais, je suis désolé, je n'ai encore jamais fait ça, mais il dit « c'est terrible de devoir en arriver là, mais il faut quand même tenir compte du courage de ces hommes. » Vous savez que le Japon n'était pas une démocratie à l'époque, et donc les amiraux qui ont présenté ces chiffres à l'empereur et qui ont récolté la parole de l'empereur, ils n'ont répercuté qu'une partie de la phrase de l'empereur, la partie qui les intéressait, c'est-à-dire de dire « vous voyez, ces hommes, il faut célébrer leur courage ». Voilà ce qui a été répercuté et voilà pourquoi ce modèle, ce système kamikaze a été répandu bien au-delà de la marine. Les forces terrestres ont aussi développé leurs escadrilles d'attaque spéciale et puis on a développé ces techniques aussi pour d'autres troupes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le bilan n'est pas aussi extraordinaire que ce qui a été présenté, mais en 1944, en octobre 1944, la décision est prise de créer ces escadrilles, ces groupes d'attaque kamikazes. Et ce qui va se passer au cours de la guerre, à cause de ce manque de turbocompresseurs, à cause des mauvaises tactiques, à cause du fait que l'entraînement des pilotes japonais devient chaque année, chaque mois, moins bon, eh bien, le Japon n'a pas d'autre choix que d'engager une part toujours croissante de ses pilotes et de ses avions et de son matériel à des attaques suicides. Jusqu'à cette planification dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la défense des îles japonaises, où c'est très simple, tous les moyens sont conçus pour être engagés contre l'adversaire et ne pas revenir. Ça, c'est le plan de défense japonais. Ce que voulaient faire les Japonais, c'était ça, c'était d'écraser un avion, non pas sur l'îlot, mais en fait pour viser un point bien précis, c'est les élévateurs, donc les ascenseurs sur ces porte-avions. À l'époque, il y en avait 2 ou 3 selon les différents types. Ça, c'est un porte-avions de la classe Essex, donc ces grands porte-avions américains. Pourquoi ? Parce que si vous frappez ce point-là, qui est un peu stratégique, capital, au milieu de la piste, vous ne pouvez pas vraiment récupérer les avions et vous ne pouvez pas non plus les envoyer, faire décoller les avions. Vous avez aussi une possibilité que dans la piste, dans le pont d'envol, des matériaux inflammables tombent et donc mettent le feu à toute une série de réserves, de dépôts de carburant, d'essence, de munitions qui se trouveraient à l'intérieur du bateau. Et puis, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on essaye de percuter à la plus grande vitesse possible et à un angle bien précis ? Eh bien, parce que le but n'est pas d'exploser en surface. Le but, c'est de pénétrer le pont ou de pénétrer la coque du bateau pour exploser, pour déclencher des incendies à l'intérieur. À ce sujet-là, il y a une grande différence entre les porte-avions de la marine américaine et les porte-avions britanniques. Est-ce que vous savez de laquelle je parle? Oui. Les porte-avions américains ont un pont d'envol en bois. En bois. Et donc les Japonais le savent et ils se disent intuitivement, le bois, ça va se rompre quand un avion va percuter ce pont à 300, 400, 500 km/h
Et effectivement, le pont en bois était beaucoup plus vulnérable. Alors, les Américains ont décidé de ne pas mettre des ponts d'envol métalliques comme les Britanniques. Ça coûte plus cher, ça prend beaucoup plus de temps. C'est vrai que c'est plus résistant, mais les amiraux américains avaient une réponse à ça aussi. Le jour où il y a effectivement un kamikaze qui s'écrase sur le pont, on peut réparer 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 4 fois plus vite que les Britanniques. Les Britanniques, ils doivent faire le tour du monde pratiquement pour aller réparer leur porte-avions. Aucun porte-avions britannique n'a été coulé par des pilotes kamikazes, soit dit en passant. Donc c'est beaucoup plus solide, mais c'est vrai que le pont en bois permettait des réparations a priori beaucoup plus rapides. On arrive à la bataille d'Okinawa, donc on est ici entre mars et juin 1945. Je vous ai parlé de Pickett, et c'est cette autre tactique déployée par les Américains, c'est-à-dire ces Pickett ships, ces navires écrans qui prennent place à une centaine de kilomètres de distance du théâtre d'opération, c'est-à-dire là où l'invasion va avoir lieu. Ils prennent position tout autour, et évidemment, ces destroyers, c'est des groupes de 2 ou de 3 destroyers, sont équipés de radars, et oui, ils peuvent tenter de tirer, d'abattre un certain nombre d'avions, mais surtout, ils vont donner l'alerte pour que les chasseurs décollent depuis les porte-avions pour venir intercepter cette escale. La bataille d'Okinawa, c'est probablement la bataille où le plus de pilotes kamikazes a été engagé. Pratiquement 2000 pilotes kamikazes ont été déployés, engagés durant cette bataille, avec des pertes relativement importantes. Vous avez les chiffres qui se trouvent ici. 1900 avions japonais détruits, pratiquement 5000 morts côté américain. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand on regarde quels sont les navires américains qui ont été touchés, alors oui, il y a 3 porte-avions, c'est très spectaculaire. Un de ces porte-avions a pu être réparé, mais en réalité, la majorité des attaques ont eu lieu contre ces navires d'escorte et contre ces Pickett ships. Ce destroyer en particulier, le Lafley, il a été victime d'une attaque par 13 avions kamikazes. J'anticipe sur le bilan et la conclusion de cette conférence. C'est peine perdue et ça ne sert à rien. Le but, c'est de détruire des porte-avions, pas de détruire des destroyers, des navires d'escorte. Et en réalité, le stress, la confusion, la fumée, le fait que de toute façon on va mourir, on ne sait pas si on va trouver l'escadre de porte-avions américaine, mais on voit 2 destroyers, on va essayer en tout cas d'en détruire un. Eh bien, malheureusement, ces logiques qui sont assez humaines font que beaucoup des ressources, beaucoup des efforts vont être en réalité gaspillés sur des buts qui ne sont pas des buts stratégiques. Même si les Japonais avaient pu détruire 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus de destroyers et de croiseurs, ça n'aurait pas changé les résultats de la guerre. J'en viens maintenant à cette opération Downfall, donc le plan d'invasion des îles japonaises. Si ça vous intéresse, on pourra en parler tout à l'heure durant les questions-réponses. Moi, je vais simplement vous dire 2 choses. À cette époque-là, les Japonais ont décidé de construire des avions spécifiques pour les kamikazes. Le Osa, ils ont essayé des avions à réaction. Cet avion à réaction était destiné à être emporté par un bombardier et ensuite, un peu comme un missile piloté jusqu'à sa cible. Eh bien, pour la défense du Japon, il était prévu plusieurs milliers de ces bombes volantes qui auraient pu être protégées dans des souterrains, décoller à partir d'un rail de chemin de fer et puis à une distance de 200-300 km aurait pu neutraliser un navire. Il y a pratiquement 1 tonne d'explosifs et chose intéressante, il y a une charge perforante. Donc là, effectivement, avec ces armes OSA, il y aurait pu y avoir des pertes très très importantes côté américain. On développe aussi des avions spécifiques à usage unique. Le KI-115, c'est un avion qui, en réalité, a un train d'atterrissage qui se désolidarise et qui reste au sol, en fait, qu'on peut larguer au moment du décollage. Donc cet avion ne reviendra jamais à sa base, il ne se posera jamais, puisque
il n'est pas censé être réutilisé. Donc voilà le type de concept dans le domaine aérien qui était envisagé, et le plan japonais, c'est l'utilisation de 10 000 avions de combat, plus 10 000 autres avions, dont certains sont des vieux biplans, des avions d'entraînement, etc. 20 000 avions qui seraient en réalité jetés contre les forces américaines, et entre 2 000 et 4 000, on parle de 2 000 le premier jour de l'opération militaire, le premier jour de l'invasion. Donc vous pouvez imaginer les pertes avec lesquelles les Américains devaient calculer. Et c'est pour cela que j'ai mis ici en haut à gauche une image du Purple Heart. Vous savez ce qu'est le Purple Heart? Non, ce n'est pas la plus haute décoration. Exactement, c'est pour reconnaître quelqu'un qui a été blessé au combat. Et ce que je peux vous dire sur le plan d'opération américain, c'est que les militaires américains qui ont été blessés en Afghanistan jusqu'en 2005 ont encore reçu des médailles Purple Heart qui ont été confectionnées en 1944-45 et qui ont été stockées en préparation pour cette invasion. Ça vous donne une idée, ça ne sert à rien de parler de chiffres, tellement c'est horrible. Les Américains comptaient qu'il pouvait y avoir jusqu'à 1 million de blessés et de morts dans cette opération militaire. Les Américains auraient gagné, il n'y a aucun doute là-dessus, mais les pertes auraient été tout à fait considérables. Donc vous voyez à quoi conduit cette énergie du désespoir. Encore une fois, les statistiques, c'est 10-12% de succès pour ces missions kamikazes. Et en regard, vous avez des pertes tout à fait significatives. Voilà. Le bilan. Vous avez à gauche un certain nombre de pays. La France en mai-juin 1940. La France capitule le 22 juin 1940 en ayant perdu 12,4% de tous ses avions de combat. Et on considérait que la France était à genoux et qu'elle ne pouvait plus mener le combat contre l'Allemagne. L'Union soviétique, durant l'été 1941, pendant l'opération Barbarossa, perd en 3 semaines 71% de toute son aviation de front, donc ses chasseurs bombardiers. 71% de son aviation tactique est détruite au sol avant le début de la vraie guerre. Le Japon, 83% de tous les avions de combat, de tous les pilotes, c'est les pilotes, c'est pas les avions, c'est les avions de combat. 83% de tous les avions de combat ont été perdus durant cette guerre. Et quand je vous ai dit que pour le plan de défense des îles japonaises, le plan était de jeter 20 000 avions contre les Alliés, c'est faux. Il y en avait probablement 4 ou 5 000 qui étaient disponibles effectivement, mais dans un pays qui n'est pas une démocratie, vous avez bien compris que les chiffres qui étaient donnés, les chiffres qui circulaient, étaient largement exagérés. Et donc vous avez ici par type d'avion, avion de reconnaissance, par avion de chasse, avion de bombardement, et puis avion à haute performance de haute altitude. Vous voyez le taux de perte qui a été subi, qui a été accepté par les forces japonaises. Je vous ai parlé du Big Blue Blanket. Vous voyez ici la manière de se protéger, c'était de disperser le plus possible ces avions sur des tout petits terrains d'aviation, des chemins, des routes, et on mettait 3 ou 4 avions sur ces îles ou au bout de ces chemins en espérant qu'ils allaient pouvoir survivre et échapper à la détection. Et puis vous voyez ici sur un cuirassé américain, vous voyez que les Japonais ont tenté, ils ont touché le but, mais ça n'a pas percé la coque blindée du navire. Et j'anticipe là aussi sur les conclusions. Pourquoi est-ce que toute cette campagne a été un échec ? Parce que le commandement japonais a déployé énormément d'efforts et a étudié plusieurs rapports pour savoir comment augmenter la probabilité de toucher le but.
mais personne dans l'amirauté ou dans le commandement japonais ne s'est posé la question de l'effet au but. En d'autres termes, pour les Japonais, puisque de toute façon il s'agissait d'une opération de sacrifice, donc une opération symbolique, ce qu'il fallait c'était toucher, pas d'avoir des effets au but. Et aujourd'hui, si on s'intéresse à l'efficacité militaire, on s'intéresse à l'effet au but, on ne s'intéresse pas uniquement à la question de toucher ou de ne pas toucher. Et donc voilà pourquoi beaucoup d'avions japonais ont percuté leur cible. Donc c'est un succès pour le commandement japonais, mais en réalité, il n'y a rien de plus mauvais qu'une bombe qui est accrochée à un avion. Cet avion, il va jouer le rôle d'accordéon, c'est comme les voitures qui se déforment, donc il va absorber le châssis, le fuselage de l'avion va absorber toute l'énergie et la bombe, en fait, va percuter avec pratiquement 0 vitesse et donc il n'y a aucune capacité de pénétrer le but. Donc c'est très mauvais, en fait, cette tactique kamikaze. Il aurait mieux fallu, et certains généraux japonais se sont rendus compte, il vaut mieux larguer la bombe quelques secondes avant de se sacrifier et de percuter l'avion, en espérant que la bombe fasse un trou et que l'avion, avec les réserves de carburant, puisse, disons, répandre du liquide incendiaire et faire un maximum de dégâts, mais d'avoir une bombe solidaire d'un avion qui s'écrase sur un bateau, c'est une très mauvaise tactique. Donc vous voyez qu'à la fin, on ne peut pas dire que ça a été un succès, ça a été mal réfléchi du début jusqu'à la fin, et la décision qui a été prise par le commandement japonais a été prise sur des chiffres, sur des statistiques qui étaient tronquées. Au total, c'est à peu près 4000 pilotes kamikazes qui ont perdu la vie dans ces missions, 475 impacts, ou 475 de ces missions ont réussi au sens du commandement japonais, 47 navires ont été coulés, mais attention, ce ne sont pas du tout les porte-avions. En fait, il n'y a qu'un seul porte-avions qui a été coulé des effets directs de ces attaques kamikazes. Et l'immense majorité, ce sont des navires qui ont été endommagés. Et certains de ces navires ont ensuite pu être réparés parce que les Américains avaient le temps, ils avaient les moyens de le faire. Et certains de ces porte-avions, certains de ces navires ont ensuite pu reprendre leur mission des mois plus tard ou des fois des années plus tard. 5000 militaires américains tués et puis à peu près le même nombre blessés. Alors, en termes d'efficacité militaire, il faut se dire les Japonais en fait n'avaient aucun autre moyen, aucun autre outil pour pouvoir frapper les Américains que celui-là. Et donc voilà la décision pour laquelle ils ont été contraints et forcés d'employer ces tactiques. Le 16 août 1945, le vice-amiral Onishi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, se donne la mort, pas dans un avion, avec un sabre. Et normalement, comme il était de coutume, après le premier coup de sabre qui s'est lui-même infligé, il devait y avoir un deuxième coup de sabre. Il a refusé ce deuxième coup de sabre et son agonie a duré 15 heures. Pourquoi ? Onishi a expliqué son geste parce que lui-même s'est bien rendu compte qu'il y avait des mensonges, il y avait des erreurs, et à la fin, que ce type d'opération était du gaspillage de vie humaine. Et donc, quelqu'un a pris la responsabilité, je ne trouve pas de meilleur mot, mais n'a pas pu assumer cette responsabilité de survivre aux 5000 pilotes qui ont été envoyés à la mort de cette manière-là. Encore une fois, il faut rappeler, le plan de la défense des îles japonaises, ce n'était pas seulement les 5000 qui sont morts, c'était pratiquement la totalité de l'armée qui devait se donner la mort pour éviter l'humiliation de l'empereur. Donc voilà, même les Japonais, on peut dire, en 1945, se rendent compte que même ce geste désespéré n'a aucune chance de succès. Tout cela pour dire, toutes les personnes que vous voyez sur cette photo d'escadrille, toutes ces personnes que vous voyez sur cette photo sont mortes.
Voilà. On fait un test final pour s'assurer que tout le monde était bien réveillé. Que veut dire le mot ou l'expression kamikaze? Le vent divin, donc ce vent, cette tempête qui a protégé le Japon en 1271. Pourquoi est-ce qu'ils portaient un casque? Parce qu'ils avaient froid, parce que la technologie des moteurs au Japon n'était pas suffisante pour créer des avions suffisamment lourds, suffisamment puissants pour emporter un système de chauffage. Et c'est pour cela que les mitrailleuses rentraient à l'intérieur du cockpit, parce que s'il devait y avoir du givre, du gel, il fallait pouvoir les débloquer avec de l'huile de coude. Pourquoi enlever la peinture des avions militaires? Pour gagner un peu de poids et de vitesse. Le meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale, on peut discuter, mais en tout cas, les chiffres tendent dans une certaine direction. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'utiliser ces armes nucléaires? On ne va pas répondre ce soir à cette question, santé. Mais encore une fois, je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'auraient pu être les opérations militaires. Les Américains comptaient entre 800 000 et 1 million de soldats hors de combat et une année de guerre pour se rendre maître des îles japonaises, des 4 grandes îles japonaises. Est-ce que c'est un succès ou un échec? Je crois qu'on a répondu à cette question. Même le commandement japonais, qui a longtemps hésité à mettre en œuvre ces moyens, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de chance de succès rationnel ou militaire. Et puis, quelles ont été les erreurs principales commises par les Toko? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le but était une action symbolique. Il fallait frapper l'adversaire, mais on ne s'est pas posé les vraies bonnes questions. Comment infliger le maximum de dégâts à l'adversaire? Ça, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte aujourd'hui. Voilà, je propose de terminer pour ce cours. Et si vous avez quelques questions, c'est bon.